Avec l'Office de tourisme et visitecostadelsol.com, découvrez la destination aux 1000 parfums. Vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES de Sud Radio, dans cette émission, comme d'hab, on va sortir des sentiers battus. Si je vous dis Costa del Sol en Espagne, vous allez me dire oui, ça va, on connaît, 150 km de côte, entre Grenade et Cadix, 140 plages, 300 jours de soleil par an, un hôtel tous les 100 mètres, la fiesta à Benidorm, etc., etc. Alors là, Madre de Dios, ce que vous êtes sot. La Costa del Sol, pour peu que l'on fasse un petit pas de côté, c'est d'abord une histoire encore visible et qui vous saute aux yeux. Les paysages demeurent en fait tout imprégnés de la présence des morts et de leur élégante et savante architecture faite de châteaux, de palais, de patios et de demeures de charme. Certes, c'est une terre andalouse, pétrie de tradition et ambassadrice de cette savoureuse gastronomie baignée de soleil, mais pour peu que vous vous éloignez de la côte, vous découvrirez également une province de charme authentique, avec une myriade de petits villages blancs clairsemés sur votre route. Vous serez beaucoup mieux en moto, en voiture, en camping-car, même à pied, à serpenter librement au milieu des oliviers, des vignes, des citronniers, en direction des monts de Malaga. Vous découvrirez alors d'innombrables points de vue à couper le souffle sur la Méditerranée, une nature de laquelle s'exhalent 1000 parfums et des haltes inopinées. Le village, par exemple, où naquit et grandit Picasso, des petits ports de pêche, de mystérieux et immenses dolmens, des falaises sublimes. Vous toucherez alors à l'âme espagnole, faite de panache, d'authenticité, de sens de l'accueil et à sa culture, ancrée dans son histoire, mais toujours audacieuse et surtout envoûtante. La Costa del Sol autrement, c'est maintenant dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous avons des ambassadeurs de choix pour parler de la Costa del Sol. Mathias Werner. Bonjour Mathias. Bonjour. Vous êtes responsable marketing à l'Office de tourisme de la province de Malaga, Costa del Sol. C'est ça, je fais un peu de marketing, on fait un peu de publicité et on vous la fait découvrir aujourd'hui. Et vous avez un petit accent. Oui, Outre-Rhin. un petit accent allemand. Allemand. Comme vous voyez bien, j'ai les yeux bleus, donc c'est tout ce qui me reste. Je suis tombé amoureux de la province de Malaga, de la Costa del Sol, et ça fait très longtemps que je vis là-bas. Et déjà. vous parlez un espagnol impeccable. Oh, j'essaye. C'est bien. Maria Rubia est avec nous, elle est chargée de la promotion touristique de la région andalouse. Bonjour Maria. Bonjour. Anna Marin est aussi avec nous, elle est responsable promotion de Antequera pour le marché français. Bonjour Anna. Bonjour. Et Gauthier Chana, agent de voyage français basé en Espagne. Bonjour Gauthier. Bonjour. Donc autour de cette table, des Espagnols, des Allemands, des Français pour parler de la Costa del Sol. Première question, Mathias, comment on va à la Costa del Sol? Est-ce que c'est facile en train, en voiture ou en avion? Il n'y a pas de où, on peut s'y rendre facilement dans tous les moyens de transport, surtout partout en France aussi. Donc vous avez part de Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, etc. Même Lyon, Toulouse. Ah oui. C'est très pratique pour moi parce que j'ai de la famille là-bas, pas loin. Donc on a des vols journaliers. Combien de temps le vol? Ça dépend de Paris, 2 heures, 2 heures et quart, de Toulouse, 1 heure et quart à peu près. Donc c'est vraiment pour un petit week-end, on peut même y aller un petit week-end. Après il y a le TGV, il y a notre AVE qui va aussi depuis Barcelone à Malaga directement. Est-ce que vous avez un TGV espagnol qui n'a pas de panne et il n'y a pas de grève? Oui. C'est notre Renfe, notre AVE. Justement, d'ailleurs, si elle est en retard, on vous rembourse une partie du billet. Ah bah ça aussi, en France, on a ça. C'est pour ça on est souvent remboursé. C'est ça, tout à fait. Et le temps de vol pour aller à Malaga, c'est quoi? Le temps de vol, c'est 2 heures. 2 heures. Ça dépend d'où à peu près 2 heures. Et en train depuis Barcelone, c'est 4h30 à peu près. Et le prix en avion, c'est quoi? Ça dépend beaucoup. Donc ça part à 60 70 euros, peut-être sans bagage. Et après, ça peut monter facilement à 300-400 euros pendant les vacances scolaires en été, parce que bien sûr, les gens ils viennent surtout en été, mais c'est une destination qu'on peut visiter toute l'année. D'accord. Gauthier Chana, agent de voyage français basé en Espagne. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs français que la Costa del Sol, c'est une destination à l'année? On peut y aller toute l'année. C'est pas la peine d'y aller forcément juillet, août, juin, mai. Non, on peut y aller tout le temps. Parfaitement. Son climat déjà et sa diversité d'activités en fait une destination vraiment ouverte toute l'année pour tout le monde, pour tout type de public. Donc oui, c'est même recommandable.
Absolument. Maria Rubia, chargée de la promotion touristique de la région andalouse. Là, la Costa del Sol, si vous nous faites un petit portrait géographique de la physionomie de la région, on est en Andalousie et il y a combien de grandes provinces? C'est des provinces qu'on dit chez vous. Combien de provinces? C'est ça. Maria. Oui, en effet, il y a 8 provinces qui font partie de la région d'Andalousie. Malaga, c'est une de ces 8 provinces. Donc, c'est Séville, Cordoue, Grenade, Malaga, Huelva, Almeria. Finalement, Malaga, la Costa del Sol, Cadix aussi. La belle de Cadix, qui est vraiment adorée par les Français. Mais en fait, c'est Malaga et la Costa del Sol, la région qui a été la première à être sillonnée par les Français, notamment les voyageurs romantiques du 19e siècle. Et ça a été à partir de ces voyageurs romantiques qui ont fait faire découvrir la destination andalouse, et notamment la Costa del Sol, la ville romantique de Ronda, ou avec son passé mauresque et tout ça. Et ça a été grâce aux voyageurs romantiques du 19e siècle, notamment les Français et les Anglais, mais surtout les Français. D'accord. Mathias Werner, pour nos amis auditeurs, on dit que la Costa del Sol, c'est de Grenade à Cadix, on dit ça? Voilà, on peut dire ça, oui. 150 km? Oui, 160 pour être exact, mais on a 160 km de plage, voilà. 162 km 500. C'est ça, exactement. Et alors, c'est que de la côte, il y a un petit peu de montagne, c'est comment? Il y a beaucoup de montagnes, c'est une des régions les plus montagneuses même, une des provinces avec le plus de montagnes. Donc, c'est vrai qu'on a des très jolies plages, il y a des plages tout au long. Après, il y a aussi un sentier littoral justement pour visiter chaque village à pied. Mais on a beaucoup de montagnes à l'intérieur où se trouve par exemple Ronda, Antequera et la plupart de nos villages blancs qui sont à l'intérieur des terres. On va en parler des petits villages blancs magnifiques, authentiques, pittoresques. Car mes amis, nous allons parler de la Costa del Sol, mais de la Costa del Sol un petit peu en arrière-pays. On va parler vraiment du côté surprenant et inattendu. Mathias, Antequera, c'est comment? Bon, Antequera, c'est à l'intérieur des terres. Surtout, c'est le cœur de l'Andalousie, en fait. On peut dire c'est vraiment à l'intérieur de l'Andalousie. Donc, c'est une des villes les plus anciennes. D'ailleurs, il y a les dolmens qui ont été déclarés patrimoine de l'UNESCO. Incroyable, ces dolmens. Les 3 dolmens, là? Voilà, les 3. Et justement, ça a été mis en valeur maintenant. Donc, c'est vraiment une ville très historique. C'est aussi une ville avec le plus d'églises par habitant. Donc, c'est vraiment très, très traditionnel. Il y a bien sûr aussi une forteresse au-dessus. Donc là-bas, c'était toujours la frontière un peu, donc ça a bougé un peu. Et à chaque fois qu'elle a bougé, on a construit des forteresses. Donc on peut en visiter pas mal dans notre Provence, et celle d'Antequera, elle est vraiment, vraiment, vraiment unique, et elle surplombe la ville, qui est une ville totalement blanche en fait. Elle est juste à une quarantaine de minutes de Malaga. Oui, c'est vraiment à visiter. Gauthier Chana, vous êtes agent de voyage français basé en Espagne. Qu'est-ce que vous vendez à nos compatriotes? La culture, la fête, les paysages. Qu'est-ce que vous, quand on pousse la porte de votre agence, qu'est-ce qu'on vient chercher? Alors, dans la Costa del Sol, on vient chercher tout ça. On vient chercher évidemment un climat favorable. On vient chercher en plus des plages qu'on connaît maintenant sur la province de Malaga, on vient chercher aussi un apport culturel par la ville de Malaga, ses musées, son architecture, mais on vient chercher aussi un tourisme, je dirais, d'intérieur, un tourisme plus vert, qui a été mis à la mode depuis notre passage par la pandémie. Et toute la zone, en fait, sur les hauteurs de Malaga, offre des paysages magnifiques, des routes pour pratiquer la randonnée ou le vélo. Tous ces types d'activités à l'air libre sont aussi maintenant la richesse de cette région. D'accord. On peut dire que c'est une destination verte, la Costa del Sol aussi. Complètement. On sort maintenant du cliché de la plage et on part directement à la recherche de l'espace vert qu'on trouve et c'est aussi ce qu'on disait au début, c'est une destination qui vit toute l'année justement grâce à son climat et grâce à ses décors.
D'accord. Avec vous, on va parler, Maria Rubia, chargée de la promotion touristique de la région andalouse, de ce petit Caminito del Rey. J'aimerais qu'on en parle maintenant. Vous nous donniez un petit aperçu juste avant de marquer une pause. On va y revenir parce que c'est vraiment un endroit magique, je trouve, assez fabuleux. Le petit chemin du roi. Ça se trouve où, Maria? Oui. Alors que, en fait, c'est un sentier de randonnée. Et il faut faire un parcours dans la gorge, à peu près plus de 3 km de défilé, et c'est dans le défilé de Los Gaitanes. Et après, il faut suivre un petit sentier de 5 km. Donc la totalité, c'est à peu près 8 km de parcours. Et c'est une belle histoire parce qu'on a commencé à construire, en profitant des chutes d'eau du fleuve Guadalhorce. On a commencé à construire 2 barrages au début du 19e siècle. Et pour la communication des travaux de ces 2 barrages, on avait construit à l'époque une passerelle en bois pour le passage des ouvriers et du matériel. Et cette passerelle, est toujours là? Oui, oui. Et petit à petit, cette passerelle est devenue, à l'époque, avait devenu un passage aussi pour les habitants de la région. Ce qu'on appelle El Chorro. Et en 1921, à la fin de la construction de ces 2 barrages, le roi Alphonse XIII a emprunté le passage. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à appeler le petit chemin du roi, El Caminito del Rey. Donc c'est une belle histoire. Après la finalisation des travaux, on l'a laissé à l'abandon et finalement le chemin s'est dégradé. Donc, il n'était pas praticable. Mais même ça, il y avait pas mal de monde qui voulait pratiquer, les amateurs des risques, qui voulaient faire le parcours et là, de ces chemins. On va faire une petite pause dans votre récit. On a hâte de découvrir la suite parce qu'en plus, Mathias, vous l'avez fait, le Caminito del Rey? Oui, je l'ai fait. Ça fait un peu peur, ça fait peur et c'est impressionnant. Hein. D'accord, on va en parler tout de suite, mes amis. Nous sommes dans la Costa del Sol avec nos amis espagnols. On marque une pause, on se retrouve juste après. À tout de suite. Avec l'Office de tourisme et visite costadelsol.com, découvrez la destination aux 1000 parfums. Vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nous allons parler de cette destination en Espagne où cette destination est peuplée, parsemée de petits villages comme celui où naquit et grandit Picasso, des petits ports de pêche, de mystérieux et immenses dolmens, des falaises. C'est la Costa del Sol, mais du côté inattendu, du côté qu'il faudra explorer, chers amis, lorsque vous irez là-bas et laisser un peu la côte, car nous sommes avec nos amis ambassadeurs de cette destination, Mathias Werner, responsable marketing à l'Office de tourisme de la province de Malaga, Maria Rubia, chargée de la promotion touristique de la région andalouse, Anna Marin, finalement, sera avec nous au téléphone parce qu'on a un petit problème de connexion avec vous. Anna, vous êtes responsable promotion de Antequera pour le marché français. Est-ce que le téléphone marche bien, Anna? Dites-nous un petit mot. Il marche très bien. Oh, mais oui, en plus, vous avez une voix extraordinaire. Voilà. Et Gauthier est avec nous, agent de voyage français basé en Espagne. On faisait avec Maria la promotion de ce petit chemin qu'on appelle le Caminito del Rey. Caminito, pourtant j'ai fait de l'espagnol en 6e. Caminito del Rey, le petit chemin du roi. On en était, Maria, vous avez fait un petit historique. Racontez-nous aujourd'hui quelle physionomie il a. On part d'où, on va où, combien de temps ça dure, est-ce que ça monte, ça descend, est-ce que c'est difficile, est-ce qu'on peut emmener des enfants? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait peur? Alors, moi je vous avais dit que après la dégradation de ce petit chemin ancien, et étant donné qu'il y avait pas mal de monde qui voulait le refaire, finalement les autorités andalouses ont décidé de le refaire justement au-dessus de l'intérieur. Alors qu'en 2014, on a récupéré le chemin, le petit chemin du roi. Il est absolument en sécurité. Donc, on peut le pratiquer n'importe qui, sauf les mineurs de 8 ans. C'est-à-dire, il faut le faire à partir de 8 ans. D'accord. Mais il n'y a pas de risque, c'est en pleine sécurité. D'accord. Et il est situé où exactement, ce petit chemin? Comment on y accède? On s'arrête où? Et après, on va à pied? Il fait 8 km, donc ça dure combien de temps? Oui. Alors on peut y accéder en véhicule. Il y a aussi le train qui arrive jusqu'à Lora, jusqu'à l'arrêt de Chorro. Et puis, on peut le commencer à pied pendant un parcours de 8
km à peu près. D'accord. On laisse la voiture ou la navette, on la laisse dans un point. On fait le parcours pendant 8 km, dont parmi ces 8 km, il y a presque 4 qui défilent par la gorge. Donc c'est impressionnant. Hein. Même il faut traverser des ponts. La hauteur, c'est à peu près une centaine de mètres. Donc si vous avez mal du vertige... Non mais Mathias... Moi je l'ai fait. Mathias, vous aviez le vertige et au fil du temps, il a disparu. Racontez-nous ça. Voilà. Non, c'est vrai, je l'ai vu, donc on l'a fait plusieurs fois déjà. Et du coup, petit à petit, on perd le vertige. Donc plus on le fait, moins on a le vertige. C'est ça. C'est recommandable. Mais c'est génial à faire. On est c'est d'accord. vraiment unique. Ça dure, je crois, à peu près une matinée ou un après-midi, quelques heures, parce qu'on prend des photos aussi. Et non, c'est vraiment quelque chose à faire. Surtout, mais bon, faut faire attention. Faut porter de bonnes chaussures aussi. Bien sûr. On peut pas le faire en tang, etc. Faut emmener une gourde. Mais voilà, ça aussi. Et puis éviter peut-être les heures de plein soleil, par exemple. Évidemment, des conseils de base, avec un chapeau, et puis voilà, ça passe très bien. Gauthier, agent de voyage français basé en Espagne, est-ce qu'on peut dire que la Costa del Sol, c'est un mélange de mer et de montagne? C'est vraiment devenu une destination complète, une destination où on peut aussi bien profiter du soleil et de la mer que de la montagne dans l'intérieur du pays. Donc c'est vraiment complètement une destination mer-montagne. Et une des curiosités de la Costa del Sol, et je sais que vous êtes un spécialiste de ces curiosités, ce sont les fêtes de village. Racontez-nous une fête de village à ne pas manquer, là, qui va arriver en mai, juin, juillet, août, septembre, comme vous voulez. Alors, effectivement, moi, je reconnais que c'est ma petite faiblesse. Hein. J'adore les fêtes culturelles. Et notamment une qui m'a toujours marqué, c'est une fête qu'on appelle El Embrujo Andaluz, qui se fait dans la petite ville de Caratraca, qui est environ, je dirais, 40 minutes de Malaga à peu près. Et si vous voulez, pour vous expliquer le concept, si vous voulez, c'est donc un village blanc qui est plongé dans l'obscurité et illuminé uniquement par des petites bougies. Alors vous avez des milliers de bougies réparties dans tout le village. C'est une fête, si vous voulez, qui se déroule au début du mois de septembre, sur un week-end. Et c'est une fête médiévale, donc vous avez des animations avec du dressage de rapaces, vous avez des scènes théâtralisées du Moyen-Âge avec des gens en costume et évidemment plein de petits stands, aussi bien gastronomiques que d'artisanat local, du cuir ou des choses comme ça. Donc c'est très agréable pour aller se promener. C'est évidemment à la portée de tout le monde. On y va en famille, on y va entre amis. Et ça nous donne une vraie impression de connaître l'intérieur et l'authenticité de la Costa del Sol. Très bien. Rappelez-nous le nom de cette fête. Comment elle s'appelle? Alors, la fête s'appelle Embrujo Andalusi. Embrujo Je Andalusi. ne l'ai jamais fait. Là, il m'a donné très envie de le faire. Ah bah oui, avec ma chérie, il l'a bien vendu. Alors, faut qu'on y aille. Ouais, totalement. Un petit mot sur la gastronomie, Thomas Werner. Mathias, j'ai dit Thomas? Non, c'est impossible. Non, j'ai dit Mathias. Je suis allemand. Oui, c'est pour ça. Mathias Werner. Un petit mot sur la gastronomie de la Costa del Sol. Est-ce qu'elle est différente de celle du reste de l'Espagne? Ah oui, totalement. Alors bon, bien sûr, on a de la paella, bien sûr, mais bon, on peut manger de la paella un peu partout. Ça aussi, d'ailleurs, elle est très typique, on dit de la Valence, mais bon, c'est comme le cassoulet, on ne sait jamais 100% d'où ça vient. Mais bon, chez nous, ce qui est vraiment typique, c'est surtout la richesse des terres et de la mer. Donc, on a ce qu'on appelle les espetos. Donc, c'est des brochettes de sardines qu'on fait sur un barbecue sur la plage. D'accord. Donc, c'est vraiment unique et c'est très bon pour la santé aussi, d'ailleurs. Il y a plein d'oméga 3 dedans. Et comme ça, on peut faire des brochettes de n'importe quel poisson, etc., de poulpe aussi. Et après, à l'intérieur des terres, on a aussi, bien sûr, des vins rouges qui sont vraiment uniques. Oui, c'est une terre vinicole. Totalement, oui, surtout autour de Ronda. Ça, on va en parler de Ronda. C'est vraiment faut pas louper. Non, c'est un must. Pour Mantequera aussi, par exemple. Donc, Ronda, voilà, il faut vraiment aller dans les bodegas de Ronda, déguster les vins. Et après, on a aussi notre vin doux, El Malaga Dulce, c'est notre vin doux de Malaga qui est fait avec des raisins secs, donc il est naturellement doux et c'est vraiment un spectacle, le vin. Anna Marin, vous êtes avec nous, responsable promotion d'Antequera. Est-il vrai que l'on trouve dans des couvents des petits gâteaux à la cannelle faits par les sœurs et qui sont absolument délicieux?
Absolument. Des vrais petits gâteaux faits par les petites sœurs. C'est les petites sœurs. Il y a plusieurs couvents à Antequera qui font ça. Qui sont les gâteaux typiques aussi bien de Noël que le gâteau typique d'Antequera qu'on appelle bien me sabe. Bien me sabe. C'est un gâteau qui est très bon. Il faut le goûter, il faut venir le goûter. Est-ce qu'à Antequera, on est loin du parc naturel du Torcal? Non, d'Antequera, on est justement à 12 km du parc naturel. Alors vendez-nous. C'est le plus important espace protégé d'Andalousie, d'accord? Exactement. Le Torcal. Alors racontez-nous ce parc, comment il est, à quoi il ressemble, est-ce qu'il est haut, il est bas, il y a de la forêt, de la montagne, est-ce que c'est difficile, est-ce qu'il y a des pistes de randonnée, est-ce qu'il y a une route verte, une route jaune? Eh oui, alors, le Torcal, il est à peu près il est à la hauteur à 1200 mètres de la mer. Et à donc il fait plus frais. Oui. Il fait beaucoup plus frais. Ouais. Il y a même de la neige, je crois, des fois en hiver, non, Anna? Oui, normalement tous les hivers il neige. Cet hiver aussi il a neigé. C'est vrai que il y a plusieurs routes à faire. Il y a la route verte, la plus courte, qui dure à peu près 1 heure, la route jaune qui dure à peu près 2 heures, et puis après il y a la rouge. Mais celle-là, on l'a fait seulement avec des guides professionnels, parce que c'est une route assez longue de 6 heures. Donc c'est vrai que sans professionnels, on se perd, parce que c'est toutes les années, il y a des gens qui se perdent. Il faut aller récupérer. Et des Français, sans doute. Non, je plaisante. Non, maintenant, c'est des touristes, on va dire ça comme ça. On va pas généraliser. Beaucoup d'Allemands aussi, beaucoup d'Allemands qui se perdent. C'est impossible. C'est un ensemble de roches calcaires, d'accord, qui a été fait sur un fond marin au cours de la période du Jurassique. C'est vrai qu'elle date à peu près de plus de 150 millions d'années. Donc c'est vrai que elle est cataloguée comme un patrimoine de l'humanité. Là-bas, il y a un centre d'accueil, un observatoire astronomique, il y a un restaurant aussi. Et c'est vrai que c'est à faire. C'est génial. C'est génial, exactement. Mais il y a tant de choses à faire dans cette Costa del Sol. Avec vous, Gauthier, on va parler, et on va commencer avec vous tous, mes amis, de parler de Ronda. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur Ronda. Gauthier, vous me racontiez en préparant cette émission, c'est le berceau, c'est un peu l'âme espagnole, le berceau de la tauromachie, Ronda. Effectivement, c'est là qu'au XVIIIe siècle, en fait, ont un peu été établies les règles de la corrida actuelle. Et d'ailleurs, vous savez qu'à Ronda, vous avez traditionnellement qu'une seule corrida par an qui se déroule aussi au mois de septembre, qui est pendant leur semaine de feria. Ah oui. Et c'est un événement, c'est un aboutissement pour un torero d'être appelé pour toréer dans l'arène de Ronda en septembre. C'est vraiment un privilège pour eux. C'est un aboutissement même pour eux. C'est l'Olympia pour un chanteur. Enfin, à mon époque, c'était ça. Maintenant, au moins. C'est ça. Ronda, c'est où? Ça se trouve où? Comment on y va? Alors, Ronda, le plus simple de la Costa del Sol, c'est évidemment en voiture. On est à peu près à, je dirais, 1h15 de Malaga à peu près. C'est une route de montagne. Mais c'est une très très bonne route. C'est assez simple en fait parce qu'il y en a pas d'autres. Donc c'est assez simple à suivre. Et voilà, donc en un peu plus d'1 heure, on y est. D'accord, parfait. Dans un instant, on en saura plus sur Ronda. On va marquer une pause, chers amis, avec Marie Rubia. On va parler de la Almazara à Ronda et la organique. Si vous voulez savoir ce que c'est, eh bien, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec l'Office de tourisme et visitecostadelsol.com, découvrez la destination aux 1000 parfums. Vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Alors on croit que la Costa del Sol, c'est 150 km de côte entre Grenade et Cadix, il y a 140 plages, 300 jours de soleil par an, un hôtel tous les 100 mètres, la fiesta à Benidorm, c'est vrai. C'est vrai, mais pas seulement. On est en train d'explorer l'autre côté, le petit pas de côté de la Costa del Sol, hors des sentiers battus, avec nos ambassadeurs et nos intervenants d'aujourd'hui, qui sont Mathias Werner, responsable marketing à l'Office de tourisme de la province de Malaga, Costa del Sol, Maria Rubia, chargée de j'aime bien dire ça, Maria Rubia, chargée de la promotion touristique de la région andalouse, Anna Marin, responsable promotion d'Antequera, et Gauthier Chana, agent de voyage français basé en Espagne. On faisait un petit stop à Ronda, Mathias. Vous pouvez nous en dire un peu
plus sur Ronda? Oui, d'abord je vais vous dire que Rubia, ça veut dire blonde. Donc notre... Et elle est blonde, Maria. Elle est blonde, voilà. On la voit pas. Son nom de famille, c'est Blonde. Ah, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Anna donc Blonde. Anna, c'est Maria Blonde. C'est pour ça que c'est la seule qu'on ne voit pas. Elle n'arrive pas à se connecter. Non, c'est Maria. Maria, elle est blonde. Ah, Maria, elle est blonde. Ouais, on la voit, Maria. D'accord. C'est pour ça. Donc, tout à fait. Donc, on parle un peu là de Ronda qui est à l'intérieur des terres. Donc, c'est aussi une destination pour tous ceux qui adorent les motos. Parce que, comme nous a dit Gauthier juste avant, on peut s'y rendre par une belle route de montagne. Moto, camping-car, c'est top. Voilà, moto, camping-car, voiture, il y a aussi des bus, mais c'est vraiment une ville magnifique, construite en fait sur 2 falaises. Et juste entre les 2 falaises, vous avez un pont qui est à peu près à la même hauteur comme celui du Caminito del Rey. Donc c'est impressionnant aussi. Ah, c'est un pont... non, en hauteur. Là, c'est en pierre. C'est en pierre, mais il y avait plusieurs essais avant. Ils se sont toujours effondrés, mais celui-là, il tient. Il tient pour l'instant, là. D'accord. Anna Marin, pourquoi il faut faire un stop absolument à Ronda? À Ronda, pourquoi il faut faire un stop à Ronda? Bon, grâce à son pont que Mathias a... Le pont le pont. L'arène, qui est une des plus anciennes de Ronda. D'Espagne, pardon, oui. Oui. De Ronda, pardon. Oui. Et puis, les vues qu'il y a magnifiques. Il y a des super vues sur toute... on peut voir même la plage si on... Non, pas encore en plage, mais bon, des super vues, ça vaut le coup. Oui, Ronda, c'est une très belle ville. D'accord. Surtout dans ces fêtes. 1er septembre, la première semaine de septembre, c'est les fêtes de Ronda. Et c'est là où il ne faut pas rater les fêtes de Ronda. D'accord. Maria Rubia, la Almazara à Ronda, c'est quoi exactement? En fait, c'est un moulin à huile. Tout a commencé il y a une dizaine d'années à peu près, quand Monsieur Philippe Estar est venu en Andalousie de la part d'un entrepreneur andalou, basé à Madrid, mais en tout cas andalou de Ronda, qui avait commandé à Monsieur Estar de faire la construction d'un moulin à huile, mais un moulin à huile moderne, spécial. Contemporain, oui. C'est ça qu'on appelle la organique aujourd'hui. C'est une espèce de bâtiment qui sort de terre avec une corne de taureau. Hein. C'est un très beau bâtiment contemporain. C'est vraiment unique, oui. Et il faut le voir, ce musée à l'huile d'olive, on est d'accord, hein? Ouais. Alors que Monsieur Star s'est montré comme un passionné de l'essence andalouse, un passionné d'esprit andalou, et c'est pour ça qu'il avait projeté ce magnifique bâtiment en plein air, entouré de la mer des olives andalous, et un énorme cube de 30 mètres de large, 30 mètres de long et une hauteur de 25 mètres. D'accord. Donc c'est un bâtiment impressionnant dont on peut voir l'énorme corne en faisant hommage à la tauromachie dont Gauthier vient de parler. Parce que comme il lui a bien dit, la tauromachie, Ronda c'est le berceau de la tauromachie moderne de la main de Pedro Romero. Alors que dans ce bâtiment, il avait projeté aussi à Noël, en faisant hommage à Picasso, qui était aussi né à Malaga, et une énorme olive de 12 tonnes. Et c'est ce qu'on peut voir en dehors. D'accord. Il y a 7 étages, et tout ça, on l'a fait dans l'ancien moulin des religieuses qui est... D'accord. Donc ça, c'est vraiment un incontournable dans les musées qu'il y a à voir dans la Costa del Sol. Donnez-moi encore des exemples, 1 ou 2 exemples de musées à ne pas rater, Mathias. Déjà, Malaga, on l'appelle la ville des musées. Donc, il y a beaucoup de musées. Malaga, c'est un must, même en city break, pour voir les musées. Donc là, on a, bien sûr, pour les Français, il y a le musée, le centre Pompidou. Bien sûr. Et ça attire beaucoup de monde, du monde entier. Il est ouvert depuis quand, le centre Pompidou? Ça fait 15 ans presque. Non, c'était plus récent, presque une dizaine d'années. Presque une dizaine d'années. C'était le premier centre Pompidou en dehors de la France. Ok. Donc ça, et gros succès pour le centre Pompidou. Gros succès. Il faut y aller parce que nous, il est en train de fermer pour rénovation pour 5 ans là en ce moment.
Ah oui. Oui, à Paris. Donc il faut venir à Malaga. En plus, c'est une raison de plus pour aller à Malaga. Port, directement là où vous avez les croisières, c'est en plein port. Après, il y a aussi le musée, bien sûr, de Picasso. Comme Maria a mentionné, le Picasso, il est né à Malaga, donc il y a la maison natale qu'on peut visiter. Après, on peut aller à pied à l'église où il a été baptisé. Et juste à côté, vous avez le musée Picasso, où on voit vraiment le talent de Picasso qui a appris et désappris à peindre. D'accord. C'est unique. Gauthier Chana, votre conseil à nos auditeurs lorsqu'ils veulent trouver un hébergement dans la Costa del Sol. Vous m'aviez parlé de la finca, des haciendas et des cortijos. C'est quoi la différence entre ces trois types d'hébergement? Alors vous avez effectivement ce type de logement, je dirais presque ruraux, qui sont chez l'habitant, bâtis dans de grands. Alors, oui et non, oui, quasiment si vous voulez. En fait, si vous voulez, c'est des structures qui normalement étaient faites pour l'élevage, que ce soit de bétail, que ce soit pour l'huile d'olive, et qui ont été aménagées souvent avec goût et tradition pour pouvoir héberger des voyageurs qui viendraient découvrir l'intérieur des terres. Alors effectivement, on est souvent comme chez l'habitant, c'est-à-dire que c'est des chambres quelquefois un petit peu rustiques. Mais on profite surtout d'un paysage et d'un environnement qui est sans comparaison. Donc c'est vraiment un mode de logement pour des voyageurs libres que je recommanderais particulièrement. Et est-ce que vous êtes d'accord, Gauthier, pour dire que pour les Français, ça reste encore une destination bon marché, la Costa del Sol, et l'arrière-pays encore plus? Alors, tout est relatif, Christophe, mais effectivement, je trouve que pour l'instant, on peut encore, sur la Costa del Sol, à l'intérieur des terres, trouver des restaurants, des logements et même des activités qui peuvent convenir à tous les budgets. D'accord. Est-ce que quelqu'un, autour de cette table, peut me parler de ces petits villages blancs qu'on trouve partout et qui sont absolument charmants et authentiques? Et il y en a un qui est bleu. Oui, c'est ça. Bon. L'humour à l'espagnol. C'est vrai. Donc, souvent les gens nous demandent, donc, je veux aller voir un village blanc. Donc, en gros, ils sont tous blancs. Tout le monde les connaît, ces villages. Hein. Voilà. Les villages carte postale, ils sont effectivement tout blancs. C'est ça. Effectivement, à l'époque, c'était fait contre la chaleur, bien sûr. Et en fait, c'est toujours comme ça. Donc, si on achète une petite maison là-bas, on ne peut pas la peindre en bleu. Non. Sauf dans un village. Oui. C'est Huáscar, c'était le village des Schtroumpfs. Donc, ils ont peint tout en bleu. Donc, il y a un petit village en bleu au milieu des montagnes, pas loin de Ronda. Ça, c'est à voir aussi, ça. Ah oui, non, c'est vrai. Surtout, cette région, elle est très peu connue. Donc, c'est justement, comme dit Gauthier, c'est l'intérieur. C'est pour des voyageurs libres. Donc, c'est à voir aussi. Il y a des forêts magnifiques là-bas aussi. Absolument, oui. À voir. Et après, les villages blancs, bien sûr, on a peut-être deux à recommander. C'est Mijas et aussi, après, il y a Frigiliana. D'accord. C'est surtout parce que c'est facile de s'y rendre en bus, en voiture. Il y a des parkings publics au centre-ville qui sont pas chers du tout. Donc, c'est très accessible en plus. Et d'ailleurs, à Mijas, il y a une petite particularité qu'il y a des taxis d'âne. Donc, on peut faire un tour du village en taxi. En âne. Voilà, en taxi. Il y a un compteur sur l'âne, non? Non. Il y a une plaque d'immatriculation derrière. Ah, l'âne immatriculé. Voilà, il est immatriculé. J'adore l'Espagne. Anna Marin, on parlait tout à l'heure d'une curiosité que les Français connaissent peu. Ce sont ces trois dolmens qu'on trouve. On les trouve où, ces trois dolmens? À Antequera, sur la commune? Oui, dans la même ville d'Antequera, vous les avez, les trois dolmens. Alors, les trois dolmens, pour nos auditeurs, ce sont vraiment des dolmens, on sait ce que c'est, mais là, c'est vraiment presque des tumulus, parce qu'il y a de la terre dessus, et les plus grands font 25 mètres de long, 4 mètres de haut, et c'est vraiment des pièces archéologiques d'une histoire très ancienne. Racontez-nous. Oui, très ancienne. Le plus ancien, c'est le domaine, parce qu'on en a trois, c'est le domaine de Menga, le plus ancien, et qui fait plus de 600 ans, et en plus, il fait plus de 180 tonnes. D'accord. Et là, les dimensions sont très grandes. 6 000 ans, plus de 6 000 ans. 6 000 ans. Oui. Vous avez dit 600? Oui, vous avez dit 600, mais 60 aussi, c'est bien. Non, mais c'est 6 000. À l'époque d'Obélix, ça me rappelle toujours Obélix quand je vais à Antequera. Toujours. Hein. Oui, Thomas, parlez-nous de votre enfance. Obélix. Donc, ces dolmens, quand on rentre à l'intérieur, on a une sensation de quelque chose de très particulier. C'est vraiment des vestiges d'un passé très lointain qu'on retrouve en Espagne.
Oui, d'un passé très lointain et surtout de comment ils ont fait ça à cette époque avec ces dimensions qu'ils ont, la beauté qu'ils ont. Puis en plus, ils ont été posés très stratégiquement entre la Peña et le Torcal. D'accord. Donc les trois, ils se dirigent. Un se dirige direction la Peña, c'est une montagne avec le perfil d'un homme, de la tête d'un homme, d'accord. Donc le Romeral, le domaine du Romeral qui va direction la Peña et après celle du Minga aussi, et après vous avez celle de Viera qui va direction le Torcal. Donc elles ont été, c'est des gens qui avaient beaucoup d'intelligence et qui faisaient ça, et qui en plus qui durent depuis tellement d'années ici. C'est vrai, c'est aussi patrimoine de l'humanité depuis 4 ans. Ok. Il faut nous parler aussi des montagnes qu'il y a autour de Malaga, dont on parlait à déjeuner, qui ressemblent à des poitrines. Oui, oui. À une poitrine, on en fait. Las Tetas del Palo. C'est ça. C'est la poitrine de notre quartier des pêcheurs de Malaga. C'est notre petit quartier qui s'appelle El Palo. Donc, c'est en forme de poitrine, en fait. Et donc, c'est un des exemples où il est important de se tourner un peu vers l'arrière-pays parce qu'on est sur des plages magnifiques. On a les petits chiringuitos avec les espetos sur la plage. Bien sûr. Et justement derrière, vous avez les montagnes. On se tourne et on dit waouh, ça change. On fait une balade en famille, on monte dessus. Donc, et on a des vues imprenantes de là-bas, de toute la baie de Malaga. Absolument. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à découvrir cette Costa del Sol, sous un jour différent. À tout de suite. Avec l'Office de tourisme et visitecostadelsol.com, découvrez la destination aux 1000 parfums. Vous présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. La destination aux 1000 parfums, mais aux 1000 activités, aux 1000 attraits aussi à découvrir avec des musées. On n'a pas parlé des palais aussi morts qu'on trouve un peu partout. Nous sommes avec nos invités Mathias Werner, Maria Rubia, Anna Marin et Gauthier Chana. Justement, Mathias, on peut en parler un petit mot sur les palais morts qu'on trouve un peu partout. Il y en a de très jolis qui sont en fait des châteaux de défense, des châteaux forts. Voilà, effectivement, on a... Qui se visitent. Oui, ça se visite. Il y a même des hôtels dedans. Dans certaines, il y a des hôtels qu'on appelle les paradores. Les paradors, donc c'est une chaîne hôtelière espagnole. Et après, oui, on a des châteaux pratiquement dans toutes les villes et villages de notre belle destination. On a par exemple la Alcazaba qui est notre... À Antequera c'est la Alcazaba et c'est à Malaga. Malaga, pardon. Après, sur Antequera, vous avez aussi une Alcazaba, une autre. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a presque partout. Et justement, sur Antequera, il y a une qui est magnifique. Avec 2 tours. 2 tours, c'est ça, effectivement. Alors, celle de Malaga, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et ça monte jusqu'en haut, tout en haut de Malaga, c'est ça. Anna Marin, vous qui êtes responsable de la promotion d'Antequera, ça vaut le coup de visiter ce château ? Ah, bien sûr, on a une Alcazaba fantastique qui date du Xe siècle, qui est très bien, qui est très accessible pour les petits, pour les personnes plus âgées. On fait des activités en été dans la Alcazaba avec des visites guidées, avec des personnages vêtus. C'est une Alcazaba très intéressante à voir. D'accord. C'est un des points qu'il faut visiter quand on vient à Antequera. Parfait. Gauthier, vous qui êtes agent de voyage français, je suis randonneur. Est-ce que la Costa del Sol est une terre pour moi ? Complètement, puisque vous avez ce contraste entre la plage et la montagne. Une fois que vous êtes un petit peu sur les hauteurs des monts de Malaga, vous avez des chemins qui vous emmènent sur des points de vue et des panoramas qui sont assez éblouissants et assez impressionnants. Et en réalité, ce sont des routes qui sont ce sont des sentiers qui sont très très bien balisés et qui sont surtout très accessibles à tout le monde. Moi, je me souviens à titre personnel avoir fait ces balades avec des enfants qui n'avaient pas plus de 5 ou 6 ans. Et on trouve des randonnées pour tous les niveaux, vraiment tous les niveaux. Donc c'est recommandable. Et tout le monde est revenu à la maison sain et sauf. Exactement, tout le monde est revenu. Sauf ceux qui vont au Caminito del Rey. Mathias Werner, est-ce qu'on peut dire que la Costa del Sol est une terre pour les golfeurs ? Aussi. Oui, on l'appelle aussi la Costa del Golf. En fait, on a plus de 70 terrains de golf. Donc, c'est surtout dans la zone de Marbella et un peu après Marbella vers Cadiz. Donc, aussi grâce au climat, en fait. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vent. Il fait bon toute l'année. Il pleut pratiquement pas.
Donc c'est vraiment parfait. Notre haute saison, c'est justement automne, hiver, printemps. Donc on a pour tous les budgets, pour tous les niveaux. Est-ce que le touriste français qui va à Costa del Sol peut se repérer avec des labels, comme on a chez nous en France, Gîtes de France, plus beau village d'Espagne, tout ça ou pas? Oui, on a le label vert par exemple pour les villages fleuris. Il y a par exemple un qui est très très joli, c'est Estepona. C'est un village fleuri sur la plage. Donc vous avez les deux en fait. C'est vraiment magnifique là-bas. Et après, vous avez aussi un label qui est plutôt gastronomique, ça s'appelle Sabor a Malaga, la saveur de Malaga. Donc ça, c'est pour les supermarchés, les restaurants, etc. Et on travaille avec les producteurs locaux pour avoir des produits locaux pour les personnes qui sont sur place. Donc kilomètre zéro, appuyer le commerce local, etc. D'accord. Dans la série des questions qui commencent par « Est-il vrai qu'il y a une chèvre unique au monde à Malaga ?» Ah oui, voilà, une biquette. Mais est-ce qu'on peut avoir un bruit de bique? Mais non, on peut pas. Donc Malaga, on a une chèvre unique au monde. Ouais, c'est la qui fait un fromage. Un fromage unique au monde. Non, c'est pas elle qui fait le fromage, c'est nous qui le faisons avec elle. Oui, d'accord. Mais c'est avec son lait. Voilà, c'est avec son lait qu'on fait ça. Donc, c'est dans les montagnes de Malaga. Ça s'appelle la cabra malagueña. Donc, c'est très facile. C'est la chèvre de Malaga. Ouais. Donc, elle vit dans les montagnes. Du coup, on a des fromages de tout type. Et justement, il y a beaucoup d'activités autour de ces fromages qui sont plus ou moins affinés. D'accord. Maria Rubia, est-il vrai qu'il y a une forme de pain perdu qui est délicieux, qu'on déguste là-bas, en Andalousie? Et oui, absolument. Il s'agit des torrijas. Même si c'est un dessert, même si c'est un dessert typique de toute l'Espagne, c'est notamment typique de la gastronomie andalouse. Alors que c'est très facile, j'invite tout le monde à pratiquer cette simple recette avec une baguette de pain, du miel, de lait, des œufs. Donc ce sont des ingrédients très faciles. Et finalement, du vin blanc, mais bien entendu, un vin andalou. Alors qu'il faut mélanger tout d'abord du vin blanc avec de l'eau. On met à l'intérieur, dans ce liquide, les tranches de pain. On les laisse sécher un peu. Et puis, dans un autre récipient, on doit battre les œufs. Et dans une poêle où on a mis avant des zestes d'un citron et d'une orange, on met les tranches qui ont été fourrées avec les œufs et finalement, on les dore, on les sort et on les met dans un mélange de miel et de l'eau aussi. Donc, c'est très facile et délicieux. Je vous invite à pratiquer cette facile recette. C'est surtout qu'on aille vous rendre visite chez vous et que vous nous le fassiez pour nous invitiez, quoi. C'est plus simple. Tout chez toi, mais tu mets pas de cannelle dessus? Ah, on met pas de cannelle, il paraît. Je pensais qu'il y avait de la cannelle, mais je suis allemand, alors je sais pas. Ah oui, c'est pour ça. Est-il vrai qu'il existe un musée des jeux vidéo étonnant? Ah oui. Et il se trouve où? À Malaga. À Malaga, toujours. Oui, au centre-ville de Malaga. C'est OXO, ça s'appelle OXO. Donc, c'est un musée interactif. C'est surtout ça qui est intéressant parce que c'est vrai que les musées où on ne peut pas toucher, c'est pas pour tout le monde. Oui. Mais là-bas, on peut vraiment jouer aux jeux vidéo depuis les années 80 jusqu'à maintenant, de tout type de jeux vidéo. Et c'est très interactif et on peut rester des heures et des heures là-bas. D'accord. Anna Marin, est-il vrai qu'on trouve le musée de la ville qui s'appelle le Muka? Comment il s'appelle? Oui, Muka. C'est un musée, Muka, on peut voir des expositions depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle. C'est un musée très intéressant, à 3 étages et qui est fantastique. Et ce qui est de plus intéressant, c'est que c'est gratuit. Ah oui. Donc, à part Antequera, on a 3 musées. À part de Muka, on a 3 musées. Un musée chrétien de tout ce qui est tout truc chrétien et un autre musée où il y a plusieurs expositions itinérantes. Ils changent. Gauthier Chana, est-il vrai qu'on peut faire de la plage et du ski dans la même journée? Mais effectivement, les pistes de ski, là, on sort un petit peu du périmètre de la Costa del Sol, mais en réalité, on est à 1h30 des stations de ski de la Sierra Nevada. D'accord. Donc, c'est envisageable. Et votre conseil en tant qu'agent de voyage, c'est 15 jours en voiture ou 3 semaines en camping-car? C'est quoi la durée idéale et la saison idéale? Ce serait plutôt en dehors de juillet-août, j'imagine? Alors oui, effectivement, parce qu'en juillet-août, évidemment, au-delà de la chaleur,
Du sud de l'Andalousie. C'est vrai que c'est un moment où effectivement il y a peut-être beaucoup plus de monde. Si on veut pouvoir circuler sur tout ce réseau de routes secondaires qui est très agréable, je pense qu'une période comme le début du printemps, avril, mars-avril, ou éventuellement le mois d'octobre, qui moi, à titre personnel, est un mois que je trouve vraiment parfait pour découvrir la côte et l'intérieur. Donc voilà, je dirais mars, avril, mai et octobre. L'émission va toucher à sa fin, mes amis. On est triste, on va devoir se quitter. Hein, rendez-vous sur la Costa del Sol. Rappelez-nous quand même avant, Mathias Werner, vous qui êtes responsable marketing à l'Office de tourisme de la province de Malaga, les grandes dates qui nous attendent en septembre. Juillet, août, septembre, là, octobre. Surtout là, on a une très grosse date pour septembre, donc c'est la Comic-Con. Ouais. Donc déjà, on n'est pas en plein été. Rappelez ce que c'est à nos auditeurs. La Comic-Con, c'est pour tout le monde, manga, animé, comics, bande dessinée, ciné, etc. Pour les jeunes, quoi. Jeunes comme nous, effectivement, pour tout le monde. Donc on attend des milliers de personnes et c'est la première fois que ça se fait pas aux États-Unis. Donc ça va être à Malaga, dans le Palais des Congrès de Malaga. Donc ça, c'est un rendez-vous très important. Et à part ça, on a, comme a dit Gauthier avant, on a des fêtes vraiment dans chaque village. On a des fêtes pendant tout l'été. On a les férias, etc. Donc vous pouvez aller vraiment de feria en feria si vous voulez chez nous. C'est vrai. Et la petite fête, la fête des trois cultures, Gauthier, celle qui est éclairée de milliers de bougies le soir, c'est laquelle? Alors, vous en avez plusieurs. Elles sont toutes éclairées à la bougie. Donc, vous aviez celle dont je vous parlais au début, qui est dans la ville de Caratraca. Mais vous avez également la ville de Frigilia, qui organise sa fête des trois cultures aussi, qui est aussi un passage incontournable pendant l'été en soirée. Et vous en avez bien d'autres qui ne sont pas forcément éclairés à la bougie, mais qui ont ce côté traditionnel et authentique que seul le sud de l'Espagne peut nous proposer. Parfait. Merci mes amis d'avoir participé à cette émission. Mathias, le mot de la fin est pour vous. Convainquez nos auditeurs d'aller à la Costa del Sol en 3 mots. En 3 mots? Oui, 3. Venez chez nous. Parfait. Il est allemand. On voit qu'il est concis. 3 mots, il me dit 3 mots. Ah bravo. Merci Mathias Werner, merci Maria Rubia, merci Anna Marin et Gauthier Chana pour cette belle émission sur la Costa del Sol que nous avons fait découvrir à nos auditeurs et auditrices d'une façon différente, la Costa del Sol autrement. On se retrouve la semaine prochaine dans Le Monde à découvrir ou La France à découvrir sur Sud Radio. Salut. Avec l'Office de tourisme et visitecostadelsol.com, découvrez la destination aux 1000 parfums. Vous a présenté Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel.